Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast La science des sciences. Cette semaine, nous aborderons le thème de l'éducation. Notre premier invité, François Bowen, est professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, et notre deuxième invité, Thérèse Bouffard, professeure titulaire au département de psychologie à l'UQAM et directrice de l'unité de recherche sur l'affection, motivation et apprentissage scolaire. Nous vous invitons donc dans notre discussion. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La science des sciences. Je me tourne immédiatement vers mes invités. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et je vais vous poser la fameuse question de début. Comment ça va en ce froid hivernal qui nous frappe aujourd'hui? Ça va bien, en agréable compagnie, ma foi. Oui, effectivement. On s'habitue au froid, puis on compense avec la chaleur à l'intérieur. Très bien, très bien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On parle de recherche. Je vais demander tour à tour. Présentez juste un peu vos recherches et aussi les méthodes que vous employez, un peu plus général. On va entrer dans le détail tout de suite après. On peut commencer ici. Oh là là, c'est un petit peu compliqué parce que à mon âge, j'en ai fait beaucoup. Je continue d'en faire beaucoup. Alors, pour le moment, je suis sur... j'ai quelques axes de recherche un peu privilégiés. Il y en a un qui concerne ce qu'on appelle les étudiants de première génération. Donc, ce sont des étudiants qui sont parmi les premiers de leur famille, en fait, à fréquenter des études postsecondaires, ou collégiales ou universitaires. Donc, de familles où aucun des parents n'est allé aussi loin que cette personne-là, et souvent personne à la fratrie non plus. Il y a des enjeux d'adaptation importants pour ces étudiants-là. Donc, on s'intéresse... j'ai plusieurs travaux qui portent là-dessus parce que on n'a pas beaucoup d'études au Québec encore. Les études sont largement américaines. Et dans les études américaines, on confond souvent le statut d'étudiant de première génération avec des étudiants qui sont de familles très précaires sur le plan financier, ce qui n'est pas notre cas chez nous, parce que les parents peuvent gagner très cher à être maître électricien, par exemple, ou avoir des petites entreprises, gagner très bien leur vie, mais quand même, la culture de la famille est qu'on arrête l'école très tôt. Donc... ça fait partie des travaux de recherche que je fais, essayer de comprendre comment ces gens-là arrivent à s'adapter à l'université ou au collégial. C'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, et de quelle façon est-ce que le milieu de l'éducation peut répondre effectivement pour faciliter l'adaptation. On a un autre projet de recherche qui va débuter probablement dans quelques semaines, qui vise celui-là plutôt à essayer de prédire à partir de données prises dès le milieu du primaire puis tout du long jusqu'à la fin du secondaire, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont prédictifs pour expliquer les étudiants de première génération qui décident de poursuivre des études de ceux qui décident de ne pas poursuivre des études? Alors, ça, c'est un gros projet, c'est un gros défi. J'ai une base de données qui porte sur 9 ans à partir des enfants qui était en 4e année du primaire jusqu'à la fin du secondaire, qui va permettre d'explorer cette question-là, même si ce projet-là, ces travaux-là n'avaient pas été faits pour cette question-là à l'origine. Mais on peut faire une valorisation des données probantes pour essayer effectivement de voir si on peut identifier des profils, des variables personnelles, familiales, scolaires, peut-être sociales aussi, du milieu et l'enfant pour pouvoir essayer de prédire quels sont les facteurs qui prédisent la poursuite des études de PG par rapport à ceux qui ont... Pour ensuite, évidemment, pouvoir retourner vers les écoles, puis informer les écoles, effectivement, peut-être des actions à prendre pour valoriser certains des facteurs qui relèvent de l'école, chez les parents, quels sont les facteurs qui relèvent des parents pour... faire en sorte que de plus en plus d'étudiants de première génération, effectivement,
fréquente des études postsecondaires. J'ai plein d'autres projets, mais je vais laisser François parce que je peux parler pendant 3 heures de temps là-dessus. Fait que je vais On arrêter pourra continuer à parler de d'autres projets puis de faire des liens, Je effectivement. me souviens même des questionnaires que j'avais répondu. Ah oui, bon, c'est bon ça. Ben, moi aussi, pour me présenter, je vais me limiter un peu. Moi, j'ai un intérêt qui n'a pas changé à la base depuis mes études même de maîtrise, mais qui s'est décliné en différentes formes, différentes situations, différents types d'études, différentes clientèles. C'est l'étude finalement de la socialisation, les processus de la socialisation. Au début, c'était dans les centres dans les centres de la petite enfance qu'on appelait la garderie. Ça a été dans le cas, entre autres, dans ma thèse de doctorat. J'ai travaillé sur les comportements prosociaux et antisociaux. Avant ça, j'ai travaillé sur la socialisation, mais chez les macaques japonais, en passant, à la maîtrise, dans ma maîtrise en anthropologie, sous la direction de Bernard Chappet. J'ai fait ma maîtrise ma thèse sous la direction de Marc Provost. Et dans les deux cas, même si c'était dans un cas, c'était des petits-enfants à la garderie et les macaques japonais, ben il y avait la même perspective éthologique d'observer des individus dans des situations réelles, voir les relations qu'il y avait, l'importance de la structure sociale dans un groupe donné, sur les comportements, sur les stratégies affiliatives, mais aussi les comportements de dominance agonistique et tout ça. Mais ça restait de la recherche fondamentale. Et je m'orientais de plus en plus vers cette approche-là quand j'ai été happé par les sciences d'éducation, c'est-à-dire j'ai obtenu un poste. Et là, mon intérêt pour la socialisation, pour le préscolaire, mais aussi pour le primaire, pour le développement de la socialisation, s'est maintenu. Mais je me suis retrouvé dans un domaine appliqué. Et là, avec mes collègues en sciences d'éducation, avec les gens de la santé publique, j'ai commencé à développer une expertise sur le développement des programmes de prévention de la violence et sur l'évaluation de ces programmes-là, tant leur mise en œuvre que leur impact. Et depuis 30 ans, je peux dire que j'ai participé à l'élaboration, l'évaluation, la diffusion des résultats de recherche autour de l'évaluation des bonnes pratiques, qu'on espère, des bonnes pratiques pour prévenir la violence, soutenir la socialisation, essentiellement en milieu scolaire. Donc, puis j'ai été appelé à travailler sur d'autres études évaluatives, entre autres avec Michel Janos pour la SIA, la stratégie d'intervention Agir autrement, qui visait toutes les écoles secondaires en milieu défavorisé du Québec au début des années 2000, où là, mon expertise en évaluation a été sollicitée. On n'était pas dans la prévention de la violence, mais on était dans le soutien à la réussite éducative, mais les enjeux d'évaluation, de mise en œuvre, de changement de pratique, sont devenus, comme pour moi, un deuxième sujet d'intérêt. Donc, je suis toujours intéressé, d'une part, à la socialisation, au processus de prévention de la violence, d'éducation autour de la sociabilité et de la socialisation, mais en même temps, je ne peux pas me détacher de ça. Je ne peux pas détacher de ça mon intérêt pour l'évaluation de ces pratiques-là. Parce qu'en éducation, c'est un enjeu extrêmement important, en psychologie aussi d'ailleurs, la fameuse question des données probantes. On aura l'occasion d'y revenir. Moi, j'ai vraiment... Puis j'ai été confronté à toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qui détermine l'efficacité d'une pratique? Puis qu'est-ce qui en détermine l'efficience? On reviendra sur ces deux concepts-là. On disait tout à l'heure qu'on n'entrerait pas trop dans des termes savants, mais je pense qu'il y a certaines nuances qui doivent se faire. Et c'est là où je suis rendu. J'essaie maintenant en terminant, tout en travaillant sur l'évaluation, j'essaie avec des collègues du Québec puis du reste du Canada, de réfléchir aussi sur des stratégies de transfert de connaissances, de dissémination des pratiques issues de la recherche. Il y a des enjeux importants. Et derrière ça, il y a toute la question de comment on fait pour amener du changement en milieu scolaire. Et un de mes projets de recherche s'appelle Mobilisation pour la socialisation et qui vise à accompagner les écoles dans un processus de changement autour de la mise en place de bonnes pratiques qui soutiennent la socialisation notamment, puis favorise le bien-être, la santé mentale et la prévention de la violence. Vaste programme, mais on essaie de comprendre autant le point de vue théorique que le point de vue pratique des choses. Voilà. Si je peux me permettre, comment on évalue ce programme? C'est la question de la méthode. Oui. En fait, c'est la question. La méthode, les approches mes approches ont évolué.
D'une part parce que j'ai cheminé là-dedans, mais aussi parce que les conditions ont changé dans le milieu éducatif québécois, mais même en Occident. Au début, on s'inspirait beaucoup, tout d'abord, de quel paradigme, si on voulait évaluer ces pratiques-là, puis on voulait essayer de généraliser les résultats, parce qu'on peut toujours évaluer en faisant des études de cas, en analysant de façon extrêmement intéressante ou ethnographique ou un ou deux processus d'implantation dans une école, puis là, de regarder dans les moindres détails comment se fait le changement. Mais, puis là, je ne veux pas parler contre les méthodes qualitatives parce que j'en utilise moi-même, mais on est plus dans un paradigme interprétatif, puis là, on veut surtout comprendre le processus. Est-ce qu'on peut généraliser les résultats? Autre chose. C'est une autre histoire. Maintenant, si on utilise le paradigme plus positiviste ou néo-positiviste ou post-positiviste, c'est tout. On n'utilisera pas des mots trop savants, mais avec un groupe contrôle, un devis expérimental, classique, groupe expérimental, groupe d'intervention, groupe de comparaison. Et ça, on a entre autres hérité de la psychologie expérimentale notamment. Et là, on faisait beaucoup ce genre de recherche-là. La première recherche que j'ai faite, c'était avec un groupe où on sélectionnait même au hasard, on randomisait les écoles qui allaient dans le groupe contrôle, groupe expérimental. Donc ça, c'est un premier paradigme, le paradigme expérimental ou quasi-expérimental, où on compare, autrement dit, on fait une intervention dans un groupe, on suit l'intervention, on fait une évaluation dans les deux groupes et on évalue en post-test. Donc, on fait un pré-test avant l'intervention, puis un post-test, puis on voit s'il y a eu des changements. Pour arriver à ça, il faut... Un post-test différé. Un post-test même différé qu'on doit ajouter. Si on fait ça, il faut que les groupes soient comparables. Il y a un paquet de conditions méthodologiques qui sont pas simples à remplir. L'autre chose, c'est que il faut, et ça c'est devenu de plus en plus évident dans la littérature au point que c'est devenu une discipline, il faut documenter la mise en œuvre de l'intervention. Avant, on disait, on va l'appliquer, puis on va faire un pré-test, post-test, puis c'est tout. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas on arrivait des fois à des résultats contradictoires ou peu concluants. Alors, graduellement, tout en essayant de garder un devis rigoureux pour les impacts, on s'est beaucoup posé sur la mise en œuvre, l'implantation. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, il y avait très peu de revues qui étaient consacrées à ça. Maintenant, il y a beaucoup de revues qui sont consacrées. Il y a une revue qui s'appelle Implementation Science, entre autres, mais il y en a plusieurs autres. Et l'implantation, c'est pas juste combien d'activités tu as fait dans ton groupe expérimental. Donc, la façon dont les intervenants appliquent, les compétences des intervenants, les conditions facilitantes dans le milieu, la clientèle scolaire qui interagit avec l'intervenant qui fait l'intervention. Ça, c'est un élément parmi d'autres, mais qui, dans l'implantation, deviennent importants à prendre en considération. Et là, je pourrais parler de tous les autres projets que j'ai faits, mais j'ai toujours essayé d'appliquer un devis quasi expérimental, mais avec ces dernières années, tout en poussant au maximum la question de la mise en œuvre, la documentation, puis chaque milieu est un milieu différent, puis on a des variations importantes dans les impacts, toutes choses étant égales par ailleurs, si les choses peuvent être égales. Mais là, je suis rendu au plan méthodologique à garder un devis expérimental, mais un autre type de quasi-expérimental. C'est-à-dire là, on ne peut plus avoir de groupe contrôle. Pourquoi? Ça, c'est un peu d'actualité. C'est qu'il y a une loi maintenant au Québec qui dit que les écoles doivent mettre en œuvre des programmes ou des mesures pour prévenir la violence, pour diminuer les comportements inadéquats. Alors, on ne peut plus trouver des groupes purs contrôle où il ne se passe rien dans l'école. Ça devient, ou bien, et là, si on est obligé de pairer entre un groupe expérimental et un groupe contrôle similaire, ça devient extrêmement compliqué parce que les écoles ont une grande liberté dans la façon d'intervenir. Bref, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est un autre type de devis. Si on est dans une approche quasi expérimentale, comme la mienne, tout en utilisant des données qualitatives pour documenter la mise en œuvre, c'est de prendre, par exemple, plusieurs pré-tests. Actuellement, la dernière étude en date avec le programme Dire Mentor, qui utilise la littérature jeunesse pour faire de la prévention de la violence, c'est de prendre les 10 écoles qui participaient à la recherche puis faire 3 pré-tests sur 1 an et demi. Et là, mettre en œuvre le programme pendant 1 an et continuer pendant 3 ans et faire des post-tests à
à chaque fois. Donc, de tester le changement. Donc, ça, c'est une méthodologie classique. Puis je pense on doit essayer de tendre vers une plus grande rigueur. Et cette méthodologie-là, ce devis quasi expérimental est très intéressant pour tester des effets et être capable peut-être de généraliser les impacts. Mais on ne peut pas les généraliser, puis là, je vais m'arrêter ici pour le moment, sans documenter à fond ce qui est fait. Et là, va rentrer toute la question des données probantes sur lesquelles je reviendrai, et des variables intermédiaires, des variables qui jouent dans l'efficacité d'un programme. Donc, il y a énormément d'enjeux ici, puis de dimensions qu'il faut prendre en considération lorsqu'on évalue une pratique en milieu scolaire, mais ça peut être dans n'importe quelle donnée, n'importe quel domaine, si on peut dire. Voilà. Bien intéressant. Oui. Je veux aborder une question, je pense que le public aussi s'intéresse à ça, surtout quand on travaille avec des plus jeunes. On fait de la recherche avec eux. Sur comment on fait de la recherche. Je sais qu'avec des gens qui sont en début de vie adulte, ils peuvent donner leur consentement libre et éclairé. En recherche, on aime ça. Mm-hmm. OK. Avec des jeunes, il y a des règles un peu plus strictes pour nous, chercheurs et chercheuses. Comment, dans vos deux cas, ça s'est manifesté et ça se manifeste encore? Cette spécificité de faire de la recherche avec des mineurs, finalement. Bon, moi, je pense pas que c'est un enjeu qui est si compliqué que ça. En fait, bien sûr, ça prend l'autorisation des parents pour tous les enfants de moins de 14 ans. C'est un peu plus vieux aussi, quand on appelle ça des clientèles un peu plus vulnérables. Là. 14 ans, ça suffit pas. Sinon, moi, j'ai toujours fait de la recherche avec des enfants à partir de 8-10 ans, généralement. Moi, je ne fais que des études longitudinales, c'est-à-dire que je suis les enfants pendant 8, 9, 10 ans, jusqu'à ce que mort s'en suive, comme je dis parfois, jusqu'à ce que tout le monde m'ait quitté. Non, mais il n'y a pas trop de mortalité expérimentale, j'appelle ça comme ça. Là, on réussit à les garder. Donc, moi, évidemment, chez les plus jeunes, il faut solliciter le consentement des parents, bien expliquer les tenants aboutissants de l'étude, comment ça va se passer. Mais moi, de toute façon, j'implique aussi les parents dans mes travaux de recherche, donc ils sont aussi des participants. Et il est clair que les enfants sont toujours aussi informés qu'ils ne sont pas obligés de remplir les questionnaires si ça leur dit pas. C'est pas parce que papa, maman a dit oui que l'enfant est obligé de le faire. Un enfant qui veut pas le faire, de toute façon, va nous raconter n'importe quoi. Il va... Quand on fonctionne avec des questionnaires, par exemple, il va faire des dessins dans ses réponses, il va faire n'importe quoi. Donc, pour moi, je ne vois pas d'enjeu très, très particulier à faire des... généralement, les gens sont assez... les parents sont généralement assez bienveillants par rapport au fait de participer aux études. Moi, dans l'étude, la dernière longue que j'ai faite de 9 ans, 95% des parents ont dit oui. Et que pour la participation de leur enfant. Et 90% des parents ont dit oui pour participer eux-mêmes. Ils ont participé pendant plusieurs années. Donc, en même temps, il faut aussi... il faut rendre la monnaie de la pièce. Hein? Moi, quand je vais expérimenter dans des écoles, je fais passer des questionnaires, peu importe... les directions scolaires sont toujours au courant que moi, je suis prête aussi à aller à l'école, faire des journées de formation, de perfectionnement avec les enseignants, des rencontres parents. Parce que là, j'ai parlé des étudiants de première génération, ça, c'est les plus vieux, mais la plupart de mes travaux étaient plutôt avec des plus jeunes, puis plus sur les questions de perception de compétences, puis de biais d'évaluation de sa compétence. Et ça, pour moi, c'est fondamental de retourner dans les écoles pour expliquer aux enseignants qu'est-ce que c'est que ces variables, de quoi on parle quand on parle de ça, puis c'est quoi votre rôle comme enseignant, puis comment on peut intervenir, comment repérer des enfants qui présentent des problèmes importants d'auto-évaluation de leurs compétences, comment on peut les reconnaître, comment on peut les aider, comment bien décoder les comportements de ces enfants-là qui parfois sont très passifs parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils ne font rien,
ou alors ils chahutent et souvent les enseignants disent « Ah, ils sont pas motivés ». Toujours expliquer aux enseignants, non, ils sont motivés, mais ils sont motivés par protéger leur image de soi. Ils sont motivés par le fait de... si l'enjeu, c'est avoir l'air paresseux ou avoir l'air cancre, ben, je préfère avoir l'air paresseux. C'est moins humiliant. Oui. Euh, Oui. C'est pour se protéger, c'est des buts d'évitement. C'est des buts d'évitement, c'est ça. Il s'agit ici de préserver ce qui reste d'estime de soi. C'est des enfants qui ont l'impression d'être un peu en prison. Oui. Ils ont l'impression d'être dans un univers où tout le monde a l'air de se comprendre, puis eux, ils ne comprennent pas. Et je pense que le plus beau petit ouvrage qu'il y a eu de fait là-dessus, puis qui n'était pas destiné à ça, c'est Daniel Pénac, qui a commis un tout petit livre qui s'appelle Chagrin d'école. Oui, qui est excellent. Qui est extraordinaire. Moi, Oh, je lui en ai fait vendre des milliers de copies au Québec. Il ne peut pas savoir quand Mes je faisais étudiants, je leur recommandais la lecture. Ah oui. Moi, chaque fois que je faisais des conférences dans des grands groupes, là, 400-500 enseignants, je leur... Puis je disais toujours aux directions d'école, si vous avez un cadeau à faire à vos enseignants à la fin de l'année, achetez-leur cette petite plaquette-là. Là, c'est parce que c'est pas joli jugeant essai non plus pédagogique. c'est pas jugeant non plus pour les enseignants. Pas du tout. Ça démontre un peu la complexité de la motivation. Exact. Lui, il avait son chemin à faire comme élève, mais les enseignants avaient aussi leur chemin à faire là-dedans. Exact. Et à un moment donné, il y a eu comme un déblocage. C'est pas un livre scientifique, mais c'est Non. une histoire. À un moment donné, il y a eu comme un déblocage. On ne sait pas trop comment... Mais lui-même est devenu enseignant dans des lycées à Paris, dans ce qu'il appelle les zones sensibles, là, tu sais, les banlieues où c'est un peu l'enfer dans les écoles. Puis c'est joli, tout le monde devrait lire ça, peu importe qu'on soit enseignant, parent. Non, c'est ça. C'est très intéressant. Peut-être juste pour compléter ce que disait Thérèse par rapport à la recherche avec les jeunes enfants, puis je ne reprendrai pas toutes les choses qu'elle a dites parce qu'il y a effectivement des considérations éthiques incontournables. Le consentement libre et éclairé pour les parents de mineurs, entre autres, puis même, c'est ça, 14 ans et plus, des fois même pour certains clientèles à risque. Le consentement libre et éclairé, le droit de retrait, la protection des informations nominatives. Confidentialité. Moi, quand j'ai commencé à faire la recherche, j'étais avec des gens de la santé publique. C'était pas des gens, c'était pas des cow-boys. Là. Mais c'est de la pratique. Là. C'était, tu envoies la lettre une lettre pas très détaillée aux parents. Et si le parent ne répondait pas non, en n'envoyant pas la... S'il ne répondait pas du tout, ça veut dire que qui ne dit mot consent. C'est ça. OK, mais le Code civil a été modifié avec l'article 21, entre autres. Là, bon. Mais il y a une certaine bureaucratisation de l'éthique qui s'est faite. J'ai été président pendant 8 ans de comité d'éthique. Je connais les avantages, c'est ça, les vertus de ça. Mais je pense que c'était essentiel. Ah oui. Essentiel. Puis effectivement, le seul défi que je trouve, moi, avec l'éthique, c'est pas sa pertinence, bien entendu, son application. Puis aussi, même si c'est le parent qui donne le consentement, l'enfant, il a l'assentiment, il a le droit de se retirer, puis ça, c'est doit dit clairement aussi au moment où on fait la recherche. La seule chose que entre guillemets, je déplore, mais c'est un peu par les concours de circonstances, c'est que les comités d'éthique veulent vraiment qu'il y ait un consentement libre et éclairé. Alors, des fois, l'éclairage est très long dans le formulaire et pour des parents, des fois, allophones, analphabètes, des fois, ça peut poser des problèmes. Et là, il faut prévoir le compte. Nous, on le faisait avec des parents allophones dans le quartier Côte-des-Neiges. On avait des agents de liaison qui faisaient le travail en traduisant. Mais il faut y penser à ça. Au plan méthodologique, pour revenir à la question de la recherche avec les jeunes, il y a des défis méthodologiques, par contre. Un des défis, le principal que je vois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Thérèse, c'est que en bas de 9 ans, il y a tout un défi méthodologique pour aller chercher un état interne chez un jeune dans des questionnaires auto-rapportés, c'est-à-dire des questionnaires qu'on pose la question. Comment tu te sens aujourd'hui? L'enfant va dire, je me sens mal. Bon, mais quand on va chercher, par exemple, l'anxiété sociale, des choses comme ça, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible. Moi, j'utilise des questionnaires auto-rapportés première, deuxième, troisième année. Bon. Mais des fois, il faut diversifier nos stratégies. Outre des questionnaires auto-rapportés, des fois, il faut faire soit un peu d'observation, mais l'observation, c'est compliqué pour les états internes. Des entrevues.
Les entrevues, moi, j'en ai fait beaucoup avec des jeunes enfants pour comprendre, tu sais, par exemple, l'enfant va dire, si ça t'arrivait pour de vrai, qu'est-ce que tu dirais? Ben, comment tu te sentirais? Je me sentirais mal. OK, d'accord, mais dis-moi, pourquoi mal? Puis explique-moi. Donc, il y a des petits défis méthodologiques, en tout cas, quand on parle du comportement. Au niveau neurosciences, peut-être qu'ils ont des Oui, appareils. peut-être, mais c'est sûr que c'est vrai ce que tu dis. Les enjeux de travailler avec les plus petits, c'est de les amener à bien comprendre aussi ce qu'on leur explique. Moi qui ai travaillé beaucoup, c'est ça, sur les perceptions de compétences, sur les billets d'auto-évaluation, je trouvais ça fascinant d'abord, les tout petits, 5 ans, j'ai fait quand même un certain nombre d'études avec des petits comme ça puis on s'intéressait à leur... C'était un projet de recherche-action vraiment avec un enseignant qui avait beaucoup de soucis par rapport aux enfants qui, dès la maternelle, on pouvait déjà voir que ces enfants-là présentaient déjà des défis au plan de l'apprentissage de la lecture. Puis donc, on voulait intervenir tôt auprès de ces enfants-là. Donc, l'école avait développé un plan d'intervention, une intervention qui s'appelait la lecture du samedi. Alors, les enfants allaient à l'école le samedi. On faisait déjà, tu vois, déjà du rattrapage avant qu'ils commencent, je l'avais dit. Et c'était bien. Ces gens-là m'avaient approché parce qu'ils disaient, mais tu sais, on voudrait vraiment évaluer notre affaire. Puis, fait que c'est ça, j'ai rien à faire le samedi. J'ai juste 4 enfants. Je vais aller avec eux autres. Je pensais que tu en avais 5. J'en avais 4. Il y a une légende urbaine qui circule à ton sujet. Tu aurais 5 enfants. OK, avec mon d'accord. mari. Le 5 ans, ça fait avec mon mari. Mais j'en ai perdu un à 6 mois de grossesse. Fait que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, le cinquième, c'est pas rendu. Je comprends. C'est pas rendu à bout. Mais bref, c'est assez fascinant d'aller rencontrer ces petits-enfants-là. Oui. Puis de leur faire passer un questionnaire sur leur perception de compétences comme petits lecteurs. Oui. Et ces enfants-là, à cet âge-là, la plupart, ils sont, excusez l'image, gonflés à l'hélium. Alors, c'est vraiment fascinant. Ils savent qu'ils sont à l'école du samedi en lecture parce que la lecture, c'est quelque chose qui est vraiment problématique pour eux autres. Puis quand tu les questionnes sur leur perception de compétences en lecture, ils sont dans le plafond. Ils sont presque dans le plafond, tu vois. Ils trouvent que... Ils sont bons. Ils comprennent pas bien les concepts. Tu vois, être compétent pour eux autres, un petit enfant, c'est, si je travaille fort, c'est ça que ça veut dire. Tu sais, ils confondent avant de distinguer les concepts d'intelligence et d'effort. C'est 8, 9, 10 ans seulement, là. Tu sais, avant ça... L'image de soi est confondue avec plein d'autres affaires. C'est ça. Si je suis gentil, je suis un bon petit enfant, papa, maman, ils me disent... Tout ça veut dire que je suis tout dans le même... C'est intéressant de voir l'effort comme étant... Oui. Mais l'enjeu, eux, leur programme, c'était de préserver. C'est pour ça que j'ai voulu y aller, c'était de préserver les variables que moi j'appelle affectivo-motivationnelles. Affectivo-motivationnel, c'est connecté ensemble. Puis le système cognitif il est connecté avec tout ça, là. C'est 3 systèmes qui fonctionnent ensemble, ce truc-là. Et le souci de ces gens-là, c'était malgré que ces enfants-là vont avoir de la difficulté, comment on peut faire pour préserver ce système-là, parce qu'à cet âge-là, les rythmes d'apprentissage sont très différents. Fait que les enfants de 5 ans, il ne faut pas assumer qu'ils sont tous à la même place. Mais ça se peut que celui qui avait l'air d'être en arrière à 5 ans, à 7 ans, il va être rendu à la même place que tout le monde. C'est juste des rythmes qui sont différents dans le développement cognitif et qui font que certains enfants apprennent plus rapidement que d'autres. Et l'enjeu de leur programme, eux autres, c'était de dire, on veut préserver le système affectif et motivationnel de ces enfants-là qui, on le sait, vont avoir de la difficulté pour que, au moment où ils arrivent à dépasser les difficultés, ce système-là soit intact et continue à les amener à relever des défis. Oui, c'est important. Là, j'avais le goût de te poser une question dans ta recherche, mais ça m'amène avant de poser la question, sur la question du développement de l'enfant. Ce que Thérèse décrit très bien, c'est que à 5, 6 ans, même 7 ans, on est dans une période, là, on ne parle même pas juste les stades de Piaget, là, on a tous les stades développementaux. On est dans une zone de transition extrêmement importante au plan socio-affectif. Et une des choses que les enseignants et les enseignantes doivent comprendre, les parents aussi, c'est qu'il y a énormément d'écarts d'âge pour par exemple, des enfants
c'est pas une règle universelle, mais des enfants, par exemple, qui sont nés en août puis qui rentrent à l'école en septembre, versus un enfant dont l'âge est né en février. C'est pour ça, entre autres, que, par exemple, en Finlande, l'âge d'entrée pour la première année, c'est 7 ans. Pour le temps de laisser un enfant maturer. Ça ne règle pas tous les problèmes de décrochage scolaire. Mais moi, ma question que je vais poser par rapport à ça, c'est, évidemment, le message que tu envoies, c'est aux enseignants puis aux enseignantes. Mais est-ce que tu as été appelé à intervenir aussi sur plus qu'une année, c'est-à-dire lorsqu'ils font leur entrée en première année, puis les enfants commencent à éprouver des difficultés de lecture? Parce qu'au niveau du sentiment d'auto-efficacité, du sentiment de compétence, ça peut jouer, ça aussi. C'est mon dada, hein, comme tu sais, j'ai fait ma thèse du sentiment d'auto-efficacité personnelle, puis j'ai toujours joué autour de ça, là, quand je parle des perceptions de compétences chez les enfants. Malheureusement, dans ce projet-là, on les a pas suivis, parce que c'était un projet spontané, effectivement, d'un orthopédagogue qui voulait développer quelque chose mais après il a fait une thèse de doctorat à partir de ce programme-là. Fait que quand avec même toi? ça oui, avec moi. en co-direction. D'accord. En co-direction. Mais sur cette question d'être prêt à l'école, moi, je raconte souvent, moi, personnellement, j'étais un enfant extraordinairement timide quand j'étais petite et ma maman ne m'a pas envoyée à l'école alors j'aurais dû y aller parce qu'on vivait en campagne. L'école était loin, il fallait marcher, les tempêtes, l'hiver. Maman avait décidé que j'allais commencer l'année d'après. En plus que, bon, elle savait bien que on dit que j'étais sauvage. À l'époque, il y avait cette expression-là quand tu étais hyper timide. Et donc, j'ai commencé l'école à 6 ans et demi, plutôt qu'à 5 ans et demi comme les autres. Et ma première avant-midi d'école, je l'ai passée cachée dans les toilettes. Alors, j'ai demandé, en arrivant dans la classe, à la religieuse d'aller faire pipi. Elle m'a dit oui, mais elle ne connaissait pas, c'était la première demi-journée. J'ai passé l'avant-midi là. Elle m'a jamais... la classe n'était pas pleine, il devait manquer. Elle m'a oublié. Alors, quand je suis arrivée manger le midi, ma mère était vraiment étonnée de ne pas voir que j'avais pleuré toute l'avant-midi. Et l'après-midi, j'ai essayé le même truc, mais là, la sœur, elle s'en est rendue compte vite, puis elle est venue me chercher. Là, j'étais cernée de pleurs quand je suis arrivée à la maison. Mais tout ça pour dire que, banalement, on est vraiment le rythme de développement des personnes. Et c'est sûr qu'on ne me reconnaît pas aujourd'hui comme l'enfant sauvage, parce que je fais partie des exceptions. On dit qu'il y a beaucoup de continuité dans le développement. Moi, à cet égard, je suis la preuve du contraire, un peu peut-être, mais... Oui. Ben, il y a un fond de continuité, mais les modèles écologiques et les modèles sociaux montrent aussi qu'il y a une influence énorme du milieu social. Je suis en train de lire un livre... Rue Duplessis, ma petite noirceur, là, vous avez entendu parler, où là, c'est un transfuge social d'une certaine manière, mais la trajectoire que cette personne-là avait au point de départ a été comme chamboulée complètement par son parcours éducatif. Et c'est le rôle aussi de l'école de faire ça. Et bon, t'as eu des enfants, t'as des petits-enfants, moi j'ai des petits-enfants aussi, puis ils rentrent à l'école, puis des fois, on sent que cette connaissance-là en première année, du rythme développemental, des processus motivationnels internes et externes, parce que la motivation, c'est un processus interne, mais c'est aussi externe. Mais pas que, oui. Oui, exact. Et pas toujours maîtrisé par certains enseignants-enseignantes. Et ça pose des problèmes, parce qu'un enfant qui, effectivement, est prêt à lire, a le goût de lire, à la maternelle, il voit un livre, puis il est capable de raconter l'histoire, puis il en déduit qu'il est capable de lire, puis il voit des mots, il est capable de reconnaître quelques mots. Quand il arrive, quand il arrive en première année, puis là, il commence à rencontrer certaines difficultés, processus que Thérèse connaît mieux que moi, de motivationnel, peut jouer beaucoup. Et c'est pour ça que je me demandais si c'est pas dans ce cas-là, mais si tu as déjà eu à faire de la recherche ou d'intervention au début du primaire par rapport à ça. Ben, en fait, non, le plus loin que je suis allée là-dedans, j'ai fait des centaines et des centaines de conférences dans les écoles, dans toutes les commissions scolaires du Québec pour aller vraiment, puis ça s'adressait effectivement souvent à des clientèles d'enseignants du primaire, donc de tous les niveaux, là, mais pas particulièrement, tu vois, pour essayer de bien faire comprendre. Parce que, puis là, on pourrait parler
On pourrait parler de nos programmes de formation des enseignants. Ah ben oui, on peut en parler. Oui, mais dans le fond, on peut en parler parce que moi, je trouvais ça abominable. Je me disais, moi, d'abord, je suis en psycho, Mhm. mais j'enseigne jamais aux étudiants psycho, j'enseigne toujours aux étudiants d'éducation. Oui. Toujours enseigner aux étudiants en éducation pour prendre à l'intérieur des 15 cours que j'ai sur le développement de l'enfant, de 6 à 12 ans, l'adolescent, les 3-4 petits cours là, où je peux parler un petit peu plus Oui. de ce qui s'appelle la motivation, l'interface entre le système cognitif, affectif et motivationnel des enfants. Mhm. Nos programmes de formation d'enseignants n'ont pas un 45 heures de cours qui passe là-dessus. Non. Et moi, quand j'enseigne, ben là, j'enseigne moins, j'ai plus des étudiants de doctorat maintenant, mais quand j'enseignais à mes étudiants en éducation, qui me disaient, Madame Foss, parce que là, on est en 4e année, on finit notre bac, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Y a-t-il un cours de 45 heures? Parce que moi, je leur en parlais pendant trois cours. Oui. Est-ce qu'il y a un cours de 45 heures qu'on pourrait prendre pour... parce que là, il réalisait que... Attends, c'est tout un univers, là, cette affaire-là. Il me disait souvent, ah là, faire des portfolios, faire du bricolage, faire du ci, des ça, là, j'en ai fait, je suis bonne là-dedans, Mais je m'aperçois que je sais pas comment c'est fait dans la tête et dans le cœur des enfants à qui je dois l'enseigner. Ouais. Et ça, je déplore, puis je pense que c'est encore comme ça, malheureusement. Et c'est pas que chez nous, c'est Ah oui. partout. Au Ouais. Canada, c'est la même chose quand j'en parle à des collègues de peut-être Calgary, peut-être l'école de... Oui. C'est que, bon, moi, ça fait 30 ans, j'enseigne en formation des maîtres, en formation initiale, formation continue. Et ça, c'est un débat qui revient souvent. Et c'est pas facile à régler parce que les gens, dans l'opinion publique, il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que font les sciences d'éducation? Ils pètent des nuages, c'est une gang de rêveurs ou de bon. Ce que dit Thérèse est vrai quand on parle, entre autres, d'assises théoriques. Moi, je venais de la psychologie puis de l'anthropologie. Puis quand j'ai commencé à enseigner en éducation, j'avais mes assises à moi. Puis j'avais même enseigné puis formé en psychoéducation. Fait que j'avais mes assises développementales solides. Ce que j'avais pas, par contre, c'est les assises d'intervention. Donc, quand on venait de parler d'une séquence didactique puis d'une intervention, ben j'ai appris graduellement comment le faire parce que je n'avais pas été formé en formation initiale des maîtres. Mais j'ai pu faire le lien. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve. Les gens qui enseignent, il y a beaucoup de gens qui enseignent en formation initiale des maîtres qui sont des gens qui ont d'excellentes idées sur la pratique, sur l'intervention, mais les fondements ne s'y trouvent pas tout le temps. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que l'éducation, puis ça, c'est universel, là. L'éducation institutionnelle, là, j'exclus un peu le milieu alternatif, puis encore, c'est un milieu, on n'en sort pas normatif. Et ce qu'on vient de dire au sujet des rythmes de développement, il y en a qui l'apprennent intuitivement sans avoir suivi des cours en psychologie parce qu'ils ont compris certaines choses ou ils ont vécu leur propre cheminement. Mais il y a dans le cheminement professionnel, souvent des enseignants, des enseignantes, cette difficulté-là à comprendre les enjeux, puis le système aussi leur pousse dans le dos en disant, ben vous devez atteindre tel objectif, puis les parents veulent que les petits cocos commencent à lire avant Noël. Alors là, il y a tout un système qui pressurise aussi le praticien d'éducation. Il n'y a pas toujours les assises. Puis là, je le dis là, sans prétention, puis sans aucune condescendance, là, ils n'ont pas toujours les assises théoriques pour répondre à un parent ou à un directeur d'école qui veut « Hey, il faut faire ça. » Bon, ça, c'est une chose. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on règle le problème? Parce que là, tout le problème d'éducation, puis là, on plaide en faveur de meilleures connaissances et le gouvernement veut avoir des formations courtes. Ah ouais. Bon. Alors, comment concilier ça? Déjà en psychologie. Oui, comment concilier ça? À mon sens, mais c'est faisable, mais ça demanderait la collaboration du système scolaire, des universités, des syndicats puis de la société. Tu peux peut-être concevoir une formation en 2 ans, là, je vais dire peut-être une énormité, mais il faut que tu prennes 5 ans en insertion professionnelle avec du mentorat, du soutien, de la formation, aller-retour. Les centres de services ont commencé à développer de plus en plus de programmes de soutien et de mentorat d'insertion professionnelle, pas juste pour les enseignants non légalement qualifiés, mais pour les enseignants qui faisaient 4 ans de bac et qui se rendaient compte que
Oui, d'un point de vue pratique, du connaissance du milieu, ça va. Mais quand tu es confronté à certaines difficultés en dehors de la norme, tu sais pas quoi faire. Mm. Puis c'est normal parce que tu es dans une phase de développement professionnel où tu essaies de maîtriser tes méthodes. Donc, tu vas y aller avec tes points de repère normatifs, ce qui est normal. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ça. Puis la seule façon, c'est les pairs. C'est les autres enseignants, puis des fois, le regard d'universitaire, de chercheur qui va dire « Hey, fais attention, là. Moi, je suis pas à ta place dans la classe, mais moi, j'attire ton attention sur le fait. » Moi, je le fais souvent pour la question de la prévention de la violence. Mais c'est tout un contexte, François. C'est tout un contexte, cette affaire-là, tu sais. Oui. Des enseignants qui soit voient leur tâche comme ma classe, ma tâche, mes élèves, Mhm. hein, versus comme un travail collectif d'école. Puis moi, je plaide beaucoup oui. là-dessus aussi. Le sentiment d'efficacité collective d'une équipe école. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Puis il y a des études américaines qui montrent que ça, c'est vraiment beau, mais que tu es dans un milieu défavorisé, pourri à l'os, Mhm. OK? Puis tu es une équipe école qui a un sentiment d'efficacité collective boosté ben raide, là. Oui. Ben, ces enfants-là, ils réussissent mieux. Oui. Ils arrivent à faire mieux réussir ces enfants-là que dans des milieux beaucoup plus aisés, mais où il n'y a pas d'esprit d'équipe, Oui. il y a pas d'équipe école. Chaque enseignant travaille un peu en silo avec son affaire. C'est juste s'il ne baisse pas la toile dans la fenêtre de la classe. Ça s'est déjà fait. Moi, je l'ai vu là, dans des Ouais. écoles. Là. Fait que Ça, tu soulèves un point compliqué, extrêmement intéressant, c'est l'effet établissement, l'effet école. Il y a l'effet prof, fait propre. bien sûr, l'effet classe, l'effet prof. Au primaire, c'est l'effet classe, l'effet prof. Au secondaire, c'est plus complexe, là. Mais tu as l'effet établissement, au primaire comme au secondaire. L'effet direction. L'effet direction, oui. Moi, je travaille dans l'implantation des programmes et je je cherche à développer le sentiment de compétence personnelle et collective. Ah oui. Puis Qui je n'est me pas suis- l'addition du puis personnel. non, là. puis on évalue aussi, je l'ai fait avec Michel Janoz, avec le questionnaire sur l'environnement socio-éducatif il y a 20 ans. Je le fais actuellement en reprenant le relais de Claire Beaumont sur les enquêtes nationales sur la violence. Et je vous donne juste un exemple. Quand on parle la violence augmente au Québec ou elle diminue au Québec dans les écoles, on peut discuter longtemps. On a des statistiques. Moi, je peux vous produire des statistiques sur ça. En passant, c'est relativement stable, le tableau d'ensemble. Mais oui, il y a des changements avec les réseaux sociaux, dans certains milieux, avec certaines clientèles, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a beaucoup un effet établissement, un effet école qui doit être pris en compte. C'est pas magique, mais une des choses qu'on avait présentées avec Michel, puis que j'ai refait avec d'autres données, c'est de montrer que, par exemple, on prend les écoles de milieux défavorisés, de milieux favorisés, puis les moyens. Puis on fait une moyenne, par exemple, des comportements inadéquats, des comportements violents. Et on fait des strates, c'est-à-dire une ligne, une école. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a autant de variations dans chacun des trois groupes. Donc, ça, c'est la preuve. Ça prend des analyses quanti pour faire ça. Mais là, c'est une démonstration. Mais les Américains l'avaient démontré, ça, dans les années 60 puis 50 même. Mais là, on l'a. Puis c'est la même chose pour le rendement scolaire, la réussite scolaire. Ah oui. J'ai des écoles, puis je peux la nommer parce que c'est un bon exemple. L'école Garneau à Montréal, que moi, une de mes étudiantes au doctorat était CP. Mais la CP était là, la conseillère pédagogique, excusez, là, parce que là, elle était en place depuis des années. Puis il y avait une équipe, le tiers des enseignantes, c'était des filles qui avaient grandi dans le quartier Centre-Sud et qui aimaient leur école. L'école Jean-Baptiste Meilleur, pas loin à côté, c'était la même chose. Il y avait une direction, une stabilité dans la direction. Tu parles de l'effet de direction, c'est tellement important dans la gestion quotidienne, mais dans la mise en œuvre, hein? Ben, tu sais, c'est le leader transformationnel là, qui va amener tout le monde à ramener tout le monde dans la même direction. Moi, je suis intervenue dans une école, encore une fois, je me suis encore fait avoir, aller faire du bénévolat pour l'évaluation d'un programme dans une école très défavorisée de Repentigny, où la directrice avait décidé que c'était une petite école, ça allait bien, il y avait 12-15 profs, toute petite école, milieu hyper défavorisé. Classement de la commission scolaire des affluents, 51 sur 52. Tu sais, t'es vraiment dans le bas de la cave. Oui. Ça va pas bien. Et là, ils montent un programme d'intervention autour des arts du cirque pour
mais pour ancrer, tu vois, les apprentissages de français, de mathématiques, tout ce qui se passait dans l'école, toutes les matières tournaient autour Mhm. du cirque. Cette personne-là, là, qui est arrivée dans cette école-là, puis qui a décidé de faire ça, là, en un an, là, elle a fait passer son école du 51e rang au 9e rang. J'en revenais juste pas. Elle avait une capacité d'engager ses enseignants. Elle a réussi à faire venir les parents à l'école. Les enseignants ne revenaient pas jamais capables de faire venir ces parents-là à l'école. Ils ont peur de l'école, ils ont l'impression qu'ils sont mal évalués par l'école. Elle a réussi à embrigader les parents, le quartier. C'était génial, c'était bien parti. Elle tombe malade pendant l'été suivant. Il faut la remplacer. Ouais. Myriam a fait un problème cardiaque, il faut la remplacer. On la remplace par une ancienne directrice d'école qui est à la retraite, puis que tout le monde était donc content qu'elle soit partie à la retraite. Oui. C'est elle qui reprend le flambeau. Ben, écoute, 4 mois après, là, la zizanie. Oui. Direction d'école. Oui. Ben, dans mes études évaluatives, moi, la dernière fois avec le programme Dire-Mentor, j'ai fait un graphique du niveau d'implantation du programme en fonction des changements de direction. Des fois, un changement augmentait, mais des fois, un changement diminuait. Mais il y avait, j'ose pas dire une corrélation. Ben oui, il y avait une espèce de corrélation avec ça. Ça ne veut pas dire que, évidemment, la direction est le magicien qui a le pouvoir de tout changer. Mais c'est clair que c'est un leader, c'est pas juste un administrateur, c'est un leader pédagogique ou une leader pédagogique. C'est quelqu'un qui doit avoir une vision, puis qui doit être capable de mobiliser ces gens autour de ça et d'accepter que les gens, comme il y a beaucoup de roulements, on parle du roulement de personnel, puis mais dans les directions, c'est ça. Les directions, sauf exception, là, si on prend les centres de services dans la région de Montréal, dans les grands centres, ils durent rarement plus que 3 ans. Ils changent d'école. Alors, nous, quand on intervient dans les écoles, là, puis on accompagne les écoles, là, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va faire quand la direction va partir. Donc, il faut s'assurer que l'équipe école qu'elle ait suffisamment adhéré à une vision commune, se soient mobilisés autour de certaines actions, aient développé leur assurance, leur sentiment d'efficacité personnelle un temps soit peu, et qu'ils soient prêts, ces gens-là, à faire face à un changement de direction qui, des fois, peut être salutaire, mais des fois, ça peut être extrêmement compliqué. Et je ne lance pas la pierre aux directeurs ici. Ils sont pris dans un système où ils ont des obligations, des contraintes. Ils en ont lourd. Ils en ont lourd. Et le système, c'est comme ça que le système est conçu. Il manque de souplesse dans le système. Puis c'est tellement rafraîchissant puis là, je ne veux pas vendre le milieu alternatif, mais c'est tellement plus agréable quand tu rentres des fois dans un milieu alternatif par rapport à d'autres milieux, de voir cette liberté-là, ce champ d'action-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans une école régulière, mais il faut. Puis ça ne veut pas dire non plus que c'est tous les élèves qui peuvent aller dans le milieu alternatif non plus. Moi, j'ai aussi ma vision nuancée des choses. Ben, moi aussi, j'en ai fondé une. Oui. L'école Albatros. Ben oui, je Mission connais. scolaire Pointe-de-l'Île maintenant. Oui. Qu'on a quitté après 5 ans parce que semblait-il qu'on n'avait plus l'esprit des pères fondateurs alors que nous étions les pères. Mais en tout cas, ça, on pourrait jaser longtemps parce que je pense que ça a dû changer aussi depuis ce temps-là. Là, mais il y a aussi une certaine rigidité des fois dans ces écoles-là. Je n'aimerais pas d'école, mais il y a des écoles où ils ont une vision éducative. Puis il faut que tu rentres dans cette vision-là. Oui, en tout cas. Alors que, c'est ça, oui. On va aller sur un autre sujet. Oui. Mais vous avez parlé de différents niveaux, les enseignants, enseignantes, la direction. Oui. Le ministère, lui. Le quoi? Le ministère. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il y a un niveau ministère? Oui, OK. Est-ce que chaque gouvernement, quand ça change, il y a un impact? Question intéressante. Si tu permets, je vais peut-être partir de là. Vas-y, parce que... Il y a ça, j'ai été... je l'ai vu à plusieurs reprises, ça. J'ai pu constater à travers les années quel était le rôle réel du ministère par rapport à ce qui se passe dans les centres de services puis des écoles. Le ministère est là pour présenter un cadre législatif, un cadre pédagogique, un programme cadre. Et donc, par exemple,
le gouvernement de Jean Charest a fait voter la loi 56 en 2012 qui oblige les écoles d'avoir un plan d'intervention pour prévenir la violence, un protocole d'intervention quand il y a des cas de violence ou d'intimidation grave, une incitation, pas assez à mon goût, mais une incitation pour soutenir la socialisation pour la prévention. Ça a obligé les écoles à faire des états de situation. Bon, c'est une bonne chose, mais l'application de ça a varié beaucoup d'une école, puis surtout d'un centre de service à l'autre, parce que des fois, on envoie des choses. C'est pas au gouvernement d'appliquer les choses dans les écoles. Il y a un concept là, un peu savant qui s'appelle le concept de subsidiarité, c'est-à-dire que il y a le ministère qui définit le cadre, il y a les centres de services qui définissent les grandes organisations, les ressources puis les services pour leurs écoles, puis les écoles qui les appliquent. Normalement, il devrait y avoir un lien étroit là-dedans. Mais ce qu'on remarque dans la prévention de la violence, dans la réussite scolaire, dans l'implantation, par exemple, il y a un nouveau programme, là, Culture et citoyenneté québécoise. Là, le ministère a créé un programme cadre, mais son application varie énormément d'un milieu à l'autre et son appropriation aussi, je le vois actuellement. Là. Tu sais, ça me fait penser à... On s'en rappelle tous, la fameuse réforme, Oui. hein? Oui, La oui, formation transversale. Je suis dans les premiers, pas deuxième génération. Fondée sur la métacognition. Moi, j'ai ma thèse de doctorat, c'était auto-efficacité, métacognition avec Adrien Pinard. On a travaillé beaucoup sur la... Alors, on m'a consulté, le ministère m'a consulté sur... comment prendre ce virage un peu plus métacognitif. J'ai perdu beaucoup de temps parce qu'il n'y a rien de ça qui s'est retrouvé. Ça a été un fiasco, cette affaire-là, parce que les enseignants n'ont jamais compris c'était quoi. Ils me disaient, je vais faire de la métacognition. J'ai dit, ben non, on ne fait pas de la métacognition. Là. On ne fait pas de la broderie. On fait de la métacognition, je ne sais pas. Mais ça allait jusque-là. C'est ça, je vais faire de la métacognition. Comment on fait pour faire de la métacognition? Et ça s'est fait comme ça. Oui. On a implanté comme ça une réforme. Et moi, ça m'a fait vraiment pleurer parce que je pense qu'une approche pédagogique fondée, pour vrai, sur les principes de la métacognition, c'est total. Ça s'est jamais fait. Ça s'est pas fait parce que personne ne comprenait c'était quoi la métacognition. Mais je peux-tu te poser une question? Oui. Parce que je l'ai posé à plein de monde qui travaille sur la métacognition puis sur le concept de compétence, qui n'est pas loin de la métacognition, évidemment. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de trop insister sur l'approche par compétence au primaire et au secondaire? Ça n'aurait pas été mieux travailler la métacognition du point de vue, là je ne dis pas que c'était ce que tu as donné, là, mais un peu comme toi tu la conçois, l'organisation, les fonctions exécutives, la planification, l'auto-évaluation, donc, on vise un développement de l'autonomie intellectuelle qui est la métacognition. Mais ça la métacognition. C'est ça, la métacognition. C'est ça. La métacognition, c'est savoir comment tu apprends, comment tu acquiers tes connaissances, comment tu peux contrôler l'exécution de tes tâches, je vais pas prendre des grands mots, de l'autorégulation, tu sais, comment tu peux, c'est quoi les moyens dont tu disposes si tu sais que telle tâche, aïe, c'est en anglais ce texte-là, je vais pas attendre à soir pour le lire, je vais le lire, tu sais, des connaissances sur soi comme apprenant, de sur les régulation, stratégies, d'autorégulation. de régulation, puis rentre là-dedans aussi, toute la façon dont je me vois comme apprenant, mes sentiments de compétence, etc. Oui. Fait que tu fais pas de la motivation comme tu fais du sucre à la crème, là, ça marche pas. Puis c'est pas de recette. Non, puis la compétence, c'est la même chose. Je pense que, je peux me tromper, mais il me semble que c'est le rapport à Chauspé qui a peut-être, c'est peut-être pas lui, là, puis le comité qui a fait cette erreur-là, mais je pense qu'on a pris trop à la lettre le concept de compétence professionnelle qui est essentiel. Mais on peut pas le calquer, puis c'était pas l'intention vraiment, mais on peut pas penser qu'on peut le développer de la même façon avec un enfant du primaire. L'enfant du primaire, il doit développer certaines connaissances, certains savoirs. Les gens disent oui, bien sûr. Oui, mais dans tes grilles d'évaluation, tu avais des grilles d'évaluation qui étaient axées essentiellement sur la compétence. C'est ça le problème. Et la compétence, c'est quoi? C'est mobiliser un paquet de connaissances et de ressources pour réaliser une tâche précise. On s'entend-tu que on peut, avant d'arriver à ça, on est mieux d'évaluer les différentes composantes de la compétence.
Puis rendu au secondaire ou à la fin du primaire, évaluer certaines choses. Moi, la compétence sociale, c'est la même chose. Moi, je travaille beaucoup avec le concept d'apprentissage socio-émotionnel et compétences sociales. On peut discuter de ça en première année, mais rapidement, il faut travailler ces activités de régulation des émotions, travailler sur les stratégies comportementales, travailler sur l'auto-évaluation, des choses comme ça. Mais c'est parce qu'on a, dans tout ce débat-là, c'est comme si on a mis en opposition les connaissances dites encyclopédiques, que ça, c'est bien effrayant. Oui. C'est pour les petits singes savants, c'est pour les petits génies en nez, tu sais. Puis Oui. la métacognition d'autre bord. Moi, je disais, mais attends, là, c'est parce que ton autorégulation, tu ne l'exerces pas sur des contenus vides, là. Fait que, tu sais, ça doit être intégré dans les apprentissages. Ça C'est sûr qu'il y a toujours des... C'est une façon d'enseigner. C'est ça. C'est une façon d'enseigner. Oui. Solliciter, questionner les élèves plutôt que de donner la matière, C'est plus une attitude, c'est plus une pédagogie. C'est plus une pédagogie, une attitude d'agent, d'apprentissage envers tes élèves que c'est pas une recette. Puis ça exclut pas l'enseignement formel à un Ça moment donné, des connaissances déclaratives. Parce qu'il y a des choses qui sont mieux acquises comme ça. Voilà. Fait que t'ajuster. La géographie, c'est de la géographie. La vraie métacognition, c'est ça, c'est être capable justement de s'adapter en fonction de Par contre, contenus différents. On peut amener dans le jeune adolescent à faire une analyse comparée de différentes situations dans des pays. Mais pour ça, il faut avoir une certaine connaissance. Bon, là, on donne l'impression que les gens qui ont travaillé sur l'approche par compétence ne connaissaient pas ça. En tout respect, on sait qu'ils savaient. Mais il y avait une vision assez... Moi, je pense qu'il y avait une vision un peu trop restrictive et contraignante de la concept de compétence au primaire, puis même au secondaire. Je vais finir avec l'exemple de la compétence sociale ou des apprentissages socio-émotionnels. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais dans une école. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est hier après-midi, j'étais dans une école, puis j'expliquais un peu les apprentissages socio-émotionnels. Puis à un moment donné, il y a un enseignant qui me dit, oui, mais à quel moment tu as acquis le niveau parfait? J'ai dit, c'est l'histoire. Puis là, j'ai même pas eu besoin de répondre. Il y a 2 enseignantes qui ont répondu, écoute, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. Ça veut pas dire que ça justifie pas le fait de rien faire à l'école, mais justement, il faut commencer à le développer. Mais c'est ça un peu l'histoire. Mais aussi, c'est que quand tu implantes ces réformes-là, il faut que tu laisses autant le temps aussi. Tu sais, les gens, ils veulent avoir... Puis là, je pense que la tragédie qu'il y a eu là-dedans, c'est que les enseignants n'ont tellement pas été formés. Non. Ils se sont sentis incompétents. La dernière affaire que tu veux faire, ils sont comme leurs élèves. Hein? Quand ils se sentent incompétents, les élèves, ça va pas bien. Ben, les enseignants, quand ils se sentent incompétents, ça va pas bien non plus. Et on les a mis dans une situation de se sentir incompétents à implanter une réforme qu'ils ne comprenaient pas. Pas de leur faute qu'ils ne comprenaient pas, c'est pas parce qu'ils étaient idiots, c'est parce qu'on était pas capable de leur expliquer comme ça. Exact. Puis il fallait prendre le temps. Il y a un sous-ministre adjoint qui m'a dit une fois, parce qu'il était venu enseigner à l'université, il m'avait dit, j'ai posé carrément la question. J'ai dit, c'est quoi ton explication de cet échec, entre guillemets, cet échec. Il y a des choses bonnes qui sont restées puis qui ont été récupérées. C'est pas un fiasco total, mais si on regarde les grandes réformes en éducation en Europe, aux États-Unis, ailleurs en Occident, on a passé à travers à peu près les mêmes problèmes de généralisation puis de changement. Puis ça a été tout analysé. Mais lui, dans le contexte québécois, il rejoignait un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que le gouvernement avait une vision, puis c'était la même chose pour la stratégie d'agir autrement, avait une vision. Mais cette vision-là n'a pas percolé, puis n'a pas descendu, faute de moyens, faute de concertation avec les centres de services. Puis il y avait des directions régionales avant. Ils ont aboli les directions régionales, ce qui n'a pas aidé. Bref, ça aurait demandé du temps, ça aurait demandé un travail de concertation. De partir plus petit. De partir plus... parce que ça a été un gaspillage de travailler dans une perspective pilote. Puis je sais que pour le renouveau pédagogique, on a dit, on le fait dans 2-3 écoles, puis ça semblait fonctionner. Attention, on va chercher... J'ai fait de l'évaluation de programme. Si tu fais ce genre de choses-là, tu vas chercher les écoles les plus motivées, les gens qui sont allumés. Parce que le directeur du centre de service, il ne va pas envoyer son école qui a le plus de problèmes. Alors, c'est bon pour tester,
Mais c'est une première étape de l'évaluation. Une vraie étape d'évaluation, parce qu'il faut évaluer, puis c'est itératif, là. C'est-à-dire que tu évalues, tu ramasses des données, tu analyses, tu réajustes. Même si ton cadre est très bien défini, puis très beau, puis bien appliqué, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui. Et c'est ça qui explique la difficulté de transmettre, puis d'implanter, puis de mettre en œuvre des réformes d'envergure à travers tout le système d'éducation. Heureusement, c'est récupéré en partie, puis il y a des gens qui continuent à enseigner en dépit ou on avec. Lâche pas, là. On lâche Lâche pas quand même, tu Oui. sais, mais c'est vrai qu'on vit des frustrations. Oui. Mais c'est pas dû à un certain problème politique, dans le sens qu'il y a des élections 4 ans et on veut... Il y a ça, mais je pense que le système... que les parents peuvent être responsables aussi. Les parents sont responsables, les administrations... Les parents, ils en veulent, l'évaluation. Les centres de services, les écoles... Je reviens avec l'histoire de la loi 56 sur le plan de lutte, là. Je suis en 2017, je suis dans une école, puis je m'adresse à la direction d'école, puis c'est une des écoles qui va participer au projet pour évaluer le programme élémentaire. Puis je lui demande quel est votre plan de lutte? Est-ce que je peux avoir accès à votre plan de lutte? Et il regarde son adjoint et il dit, on a un plan de lutte, nous autres? Bon, c'est anecdotique, mais ou bien je demande à mes étudiants, dans le cours problème de violence à l'école, les 3/4 sont des enseignants, des enseignantes. Je leur dis en début d'année, là, ça je l'ai fait il y a 3 semaines, je leur ai dit, pouvez-vous m'apporter votre plan de lutte? Fait que là, maintenant, ils ont tous des plans de lutte, mais la dernière mise à jour, 2021, 2020. Des trucs comme ça. Des fois, c'est très récent. Alors, il y a beaucoup de variabilité. Puis, je dirais qu'il y a des... Quand on parlait de l'effet établissement, je dirais même qu'il y a des fois des effets centre de service. Je ne rentrerai pas trop là-dedans. Oh. Mais il y a des effets établissement. Tu veux continuer à pouvoir travailler, fais attention. Moi, je prends ma retraite dans mais tes collègues, tu sais, il faut continuer à y aller dans les écoles. Mais moi, non, mais je m'entends bien avec les gens. Moi aussi, je m'entends bien avec les gens des centres de services parce que on parlait de la collaboration avec les milieux. Ce que j'ai pas dit tantôt, c'est qu'il y a un 3e volet dans mes activités de recherche, c'est du développement. Je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec des gens comme Claire Beaumont, je l'ai fait avec des gens du ministère comme Paula Saint-Arnaud, entre autres avec mon collègue Éric Morissette, Caroline Levasseur. On développe des outils pour évaluer les milieux, leurs besoins en termes pour la prévention de la violence, pour la mise en œuvre des bonnes pratiques. Donc, on développe des outils que le ministère nous encourage à faire et nous supporte aussi financièrement pour donner de la rétroaction puis du feedback aux écoles. Sauf que, on parle beaucoup de la gestion axée sur les résultats, la gare, mais il faut faire attention aussi parce que si tu produis des résultats, très souvent, on t'a demandé tu peux-tu nous évaluer ça? Mais toi, tu as des outils qui sont pas toujours adaptés. Il faut adapter les outils à la réalité d'école, mais même quand on fait ça, il faut aussi s'arranger pour aider le milieu à interpréter les résultats. Ça, c'est puis les utiliser de façon autonome. Donc, ça, c'est une partie énorme du travail aussi. Puis les milieux ne sont pas toujours préparés à ça. Voilà. Il faut, c'est ça. Puis on retombe sur la question des transferts de connaissances. C'est vrai, on n'a pas le temps de parler du sentiment d'imposteur. Hein, c'est mon projet de recherche Carl, juste pour préféré. Le temps. Parce qu'on parle beaucoup. Parce qu'on... c'est dommage, mais on a déjà passé l'heure. Oui, on est bavard. Vous pouvez prendre les meilleurs moments. On est bavard. C'est ça, j'ai l'impression qu'on aurait pu facilement se rendre à 2 heures. C'est définitivement l'épisode où tu as eu le moins besoin de participer, Michael. Ça l'a coulé tout seul. Oui. Avais-tu une dernière question? Oui, j'aimerais un dernier sujet. Ça peut aller un peu plus qu'1 heure. Oui. OK. Un sujet qu'on a abordé juste un peu puis qui me semble prend beaucoup d'importance, surtout dans vos 2 types de recherche, violence et estime de soi, les réseaux sociaux. OK. J'aimerais vous entendre juste un peu là-dessus. On peut conclure parce que c'est... Moi, sincèrement, alors j'ai pas de sentiment d'imposteur, mais je vais pas faire l'imposteur. J'ai pas travaillé sur les réseaux sociaux. J'en connais assez long parce que je suis responsable à mon département chez moi, dans le programme de doctorat, je suis responsable de 2 groupes d'étudiants qui font leurs examens doctoraux, donc qui développent leur projet de recherche sous ma supervision.
Ouais. Ils ont leur directeur, mais moi, je gère tout ça. Donc, il y a beaucoup, je peux dire qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font actuellement, en tout cas en psychologie, Ou en éducation sur aussi. la question l'utilisation des réseaux sociaux sous toutes sortes d'angles, y compris la violence amoureuse à l'adolescence. Je pense que c'est un problème, c'est un vrai problème. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre, qu'il faut jeter tout ça. Moi, personnellement, je n'y suis pas. J'ai pas assez de temps pour faire ça. Les réseaux sociaux, j'ai pas assez de temps. Mais il y a énormément de travaux de recherche. Puis c'est sûr que, c'est comme dans n'importe quelle innovation, il y a du bon, il y a du moins bon. Maintenant, ce qu'on propose dans les écoles d'abolir, d'empêcher le téléphone, j'ai parlé à un de mes petits-fils qui a 15 ans. J'ai demandé à Gabriel et bon, ben dis donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis il m'a dit, ben écoute, grand-mère, ça serait pas si pire dans le fond, là. Ça serait pas si pire dans le fond, là, parce que ça va m'aider. Genre, je suis pas capable de m'auto-réguler. Fait que là, si le système me régule, ça va. Oui. Il a dit ça comme ça? Oui. Il a dit grand-maman, le système. Il dit, je suis pas capable de le faire tout seul. Le fruit tombe jamais trop loin de l'arbre. Même en deuxième génération. Je suis pas vraiment capable de le faire tout seul, mais donc, ça fait que si je suis dans un contexte où on m'aide à le faire, ben, ça sera pas si pire. Fait que c'est ça, tu sais. Oui. Non, c'est ça. Moi, je suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Je travaille avec des gens qui sont plus des spécialistes, donc je côtoie cette expertise-là, puis je me concentre sur la question de la violence. Un constat que la recherche internationale a démontré, c'est que cette violence-là, on la retrouve là, à peu près dans toutes les couches de la société. On les retrouve, peu importe le genre, le sexe, peu importe le niveau social, peu importe. Là. Il y a des modalités. L'autre chose, c'est que chez les jeunes, quand on parle de cyberagression, cyberviolence, cyberintimidation, la majorité des études montrent, puis les études québécoises aussi, que c'est un prolongement de ce qui se passe à l'école et vice-versa. Okay? C'est ça. Et ça, c'est important parce qu'au début des recherches, on disait c'est deux phénomènes différents. Non. C'est la même chose. C'est-à-dire à peu de choses près. Là. Sauf que quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, les jeunes, ils s'en allaient chez eux, il y avait la paix. Oui, tandis que là, ils sont pourchassés. Exactement. Ça amène toutes sortes de perversions parce que les jeunes sont en plein développement. Leur image de soi est importante. Le fait d'être agressé une fois par un ami, comme nous, c'était le cas au secondaire, et le faire agresser devant 15 personnes, 10 ou 20, ça a des incidences. Donc, ça a des incidences beaucoup sur la motivation, la santé mentale, qu'on commence à comprendre. Ce qu'on peut faire à l'école, c'est réguler. Moi, je pense que la majorité des élèves, mes petites filles, là, mes deux petites filles qui sont au secondaire me l'ont dit aussi. C'est pas un problème de faire des gestes de régulation, développer l'étiquette, les habiletés, parce que ça aussi, c'est comme dans les interactions entre les jeunes en présentiel. Des fois, ils ne savent pas comment s'y prendre. Puis, en plus, un contexte non-verbal qui fait que tu as l'enfant, il va mal être. Ben, c'est la même chose, des fois, on reçoit des courriels, il m'insulte-tu ou il était-tu fâché ou il était pas bon? Bon, c'est la même chose. Et donc, ça, c'est important. Avec les adultes aussi, les écoles, il y a des écoles de plus en plus qui donnent de la documentation aux parents pour gérer le temps d'écran. On ne peut pas empêcher les écrans. On parlait de l'intelligence artificielle avant l'enregistrement. C'est un progrès, mais c'est comme n'importe quoi. C'est comme l'énergie nucléaire. C'est comme n'importe quoi. Bon, je ne veux pas faire trop de parallèles ici, là, mais ce que je veux dire, c'est l'usage qu'on en fait. Puis ça devient... puis en terminant, juste pour les réseaux sociaux, pour nos étudiants à l'université. Ils s'abreuvent aux réseaux sociaux et ils ne s'abreuvent pas dans les médias officiels. Et ça pose un problème. Des fois, dans les réseaux sociaux, il y a des articles. Mais avant-hier soir, j'ai demandé à mes étudiants... Il y avait un article sur le site de Radio-Canada qui était sorti, puis sur celui du Devoir puis de la presse, sur l'étude du gris, là, sur les préjugés à l'égard de l'homosexualité. Bon, ou les malaises à l'égard de l'homosexualité. Et
ça a été parlé dans tous les médias. Il y a eu des entrevues à Radio-Canada. Il y a eu... Le Journal de Montréal en parlait. Tu sais, j'ai été là. Bon. Et là, puis ça faisait une couple de jours, là. J'ai été sur le site du GRI aussi pour voir. Bon, malheureusement, ils n'ont pas tout présenté l'étude. Bon, Non, ça, c'est le problème. On n'en parlera pas ici. Mais j'ai posé la question à 26 étudiants adultes qui travaillent dans le milieu scolaire. Puis je pense que la problématique pourrait les intéresser. Puis, tu sais, je faisais un cours sur la prévalence de la violence dans le milieu scolaire. Et il n'y a personne qui connaissait l'étude du GRI. Ah, ben écoute, c'est ça, en tout cas, ouais. Les réseaux sociaux, moi, ça me désespère. Parfois, quand je mange avec des groupes d'étudiants le midi, puis je parle des trucs, de l'actualité, puis personne écoute les nouvelles à la radio. Excusez. Personne lit le Devoir, personne lit la presse, même pas Le Journal de Montréal, qui a des bonnes enquêtes des fois. C'est ça, mais même pas. Ils sont juste sur les... Puis, des fois, ils me sortent des affaires que je tombe en bas de ma chaise et me dis, attends, est-ce qu'on est en psychologie? T'es-tu pour vrai au doctorat en psychologie? C'est quoi cet esprit-ci? Tu sais, ça pervertit même la pensée scientifique, je veux dire. Ah oui, on pourrait en parler longtemps de ça. Je leur dis, tu sais, en métacognition, il y a une affaire qu'on dit, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Oui. OK? Pas parce que tu l'as entendu que c'est vrai, c'est pas parce que tu le lis 20 fois ces réseaux sociaux. La preuve, c'est l'arme ultime de Trump de répéter les mensonges les uns derrière les autres. Oui. Puis c'est bien connu, c'est un processus cognitif qui est extrêmement bien connu. Henri Markovitz, mon collègue, travaille beaucoup là-dessus avec ses étudiants de doctorat, de comment ces faussetés répétées ad nauseam deviennent des vérités dans la tête des personnes. Ils sont des croyances qui sont extrêmement difficiles à défaire. Extrêmement difficiles à défaire. Ouais. Mais là, on pourrait partir sur autre chose. Ils sont difficiles à défaire parce que des fois, il manque aussi de référents pour comparer. Mais ça fait partie d'un tout. Donc, c'est un effet... on est pourtant dans une ère de communication. Là, je ne suis pas le seul à dire ça, mais il y a un immense paradoxe là, par rapport à la qualité d'informations qu'on intègre. Oui. C'est assez renversant. Et ça, c'est en éducation, naturellement, mais dans la société, c'est tout Mais l'enjeu. consolons-nous, on n'est pas les pires. Non. Il va y avoir pire, parce qu'aux États-Unis, on vient de nommer comme grande ministre de l'Éducation la personne qui, jusqu'à aujourd'hui, était la présidente de l'Association professionnelle de lutte. Oui, c'est vrai. C'est elle qui est maintenant à la tête du département d'éducation Ça va aux peut-être États-Unis. motiver du monde. Oui. Voilà, donc on peut se consoler. on peut quand on se compare, on se console. Et là, oui. Bon. Sur ça, je pense qu'on va dire au public. Merci d'avoir écouté. Merci à vous d'avoir été Merci présent. pour Je pense l'invitation. qu'on a eu du plaisir. Et on se dit tous à la prochaine fois.